Il y a 2 ans et demi, François Drouin arrivait à la tête d'Oseo. C'était des circonstances un petit peu particulières avec la crise, on va en parler bien sûr. Son mandat expire dans 15 jours, l'occasion de faire le bilan. François Drouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Oseo. Oui. Patron, vous êtes un ancien fonctionnaire, mais on peut dire patron, puisqu'Oseo se veut maintenant avec une dynamique privée, est une entreprise des entrepreneurs. C'est comme ça que vous la définissez. Nous sommes l'entreprise des entrepreneurs. Il n'y en a pas d'autres. Ce n'est pas une, puisqu'il y a d'autres organismes, des maisons des entrepreneurs, il y a bien sûr des chambres de commerce, il y a le MEDEF, CGPM, etc. Mais pourtant, c'est un organisme public. Nous sommes une entreprise publique, mais on peut être une entreprise publique avec une vocation publique et être géré efficacement, d'une façon moderne, au service des entreprises. Alors, votre mandat, je le disais en introduction, arrive à échéance d'ici 15 jours. Vous êtes candidat au renouvellement Je le suis. Vous n'y pensez pas quand vous rasez le matin. De quoi êtes-vous le plus fier si on fait le bilan de ces 2 ans et demi? On va revenir sur la crise, mais globalement déjà. Je suis fier de ce qu'Oseo a fait pour les entrepreneurs, pour les entreprises. C'est notre rôle. Nous sommes au service des entreprises, nous sommes là pour les aider. Je crois qu'il y a un consensus en France sur l'idée que ce qui crée aujourd'hui la richesse, c'est l'entrepreneur, l'entreprise. Et notre vocation est vraiment de les aider. Donc moi, je suis fier effectivement d'avoir été à la tête d'une entreprise qui est réactive, cette entreprise des entrepreneurs qui est là pour les aider dans nos 3 métiers, qui sont l'innovation, la garantie, nous prenons une part du risque que les banques ne veulent pas toujours prendre, et puis le financement, puisque nous financerons aussi les entreprises. Alors si on vient un petit peu sur la crise, parce que ça a pas mal secoué ces dernières années, justement par rapport à ces 3 métiers, qu'est-ce qui a changé? Vous avez dû vous adapter fortement, étant donné les circonstances. On commence par l'innovation. Est-ce que la crise a fait évoluer votre façon de voir et de gérer l'innovation? Alors, justement, l'innovation a été très peu sensible à la crise, parce que quand vous êtes un entrepreneur qui poursuivait un projet d'innovation, la crise, je dirais, les facteurs de temps ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, si vous êtes en train de, de chercher un médicament contre le diabète, crise ou pas crise, c'est pas trop votre sujet, mais ça fait 1 an que vous y travaillez, vous réfléchissez, vous avancez. D'accord, donc ça n'a pas trop changé par rapport à votre activité traditionnelle. Oui, puisque nous avons vu au contraire, malgré la crise, je dirais, des tas de projets innovants qui continuent à fleurir et qu'on nous demandait de financer. Alors j'aimerais qu'on s'arrête juste un mot sur justement ce terme d'innovation. La définition n'est pas toujours simple. Quelle est la définition d'Oseo de l'innovation? Alors je crois qu'il faut surtout ne pas confondre recherche et innovation. Il y a ce sont 2 notions vraiment différentes et même plus que différentes. La recherche, ça consiste à transformer de l'argent en idées. Vous avez de l'argent et vous payez des chercheurs qui sont là pour trouver des idées. Ils sont dans une démarche technologie push. Ils poussent une technologie. Ils sont par exemple calés en mécanique, et bien ils vont pousser cette mécanique le plus loin possible pour essayer de trouver des idées, des brevets, etc. Donc ça, c'est la recherche. C'est tout autre est l'innovation, parce que l'innovation, elle consiste à transformer une idée en argent. C'est le contraire alors? C'est le contraire, c'est une démarche opposée qui est complémentaire, mais elle est market pull, c'est-à-dire c'est le marché qui tire cette démarche. Elle est portée par des chefs d'entreprise, alors que la recherche, elle est portée par des chercheurs. Alors vous avez des chercheurs remarquables qui, après avoir trouvé des idées, deviennent des chefs d'entreprise, mais c'est rare et ce n'est pas là-dessus qu'on fonde une politique. Et alors ça veut dire que l'innovation n'est pas forcément technologique ou pas forcément très riche en recherche? Ça veut dire tout à fait ça. Elle est très souvent technologique, mais elle exploite une idée de recherche. Donc ces 2 démarches sont totalement opposées. Elles sont complémentaires, parce que si vous n'avez pas d'idées, vous ne pouvez pas les exploiter. Mais à l'inverse, si vous avez plein d'idées et que vous n'exploitez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est malheureusement un peu le cas de la France, si vous voulez. Et si je représente par un tuyau cette démarche argent, idée, argent, Nous, on est fort le problème c'est le coût. Ouais. On est fort dans la première partie. Le rapport on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et voilà, et on consacre 30 milliards d'euros par an à entretenir un outil de recherche publique qui est remarquable, qui est reconnu dans le monde entier et qui est très fort. Et qui après va se faire exploiter ailleurs souvent. Et voilà, et nous en français, on n'exploite pas toujours. Et alors c'est ce coude, si vous voulez, où on retourne à la vapeur qui ne marche pas toujours bien. Alors on a les pôles de compétitivité, où on rapproche les 2 mondes, qui sont un levier efficace. Il y a eu la loi Allègre aussi. Il y a la loi Allègre, il y a tout un tas de choses. On progresse beaucoup. On n'est plus à l'époque
où les chercheurs disaient qu'est-ce que c'est que ces entreprises qui sont là pour gagner du fric et qui ne s'intéressent pas à mes idées géniales, et où les entrepreneurs disaient qu'est-ce que c'est que ces chercheurs barbus qui ne connaissent rien au monde de l'entreprise. Donc ça se parle, on progresse, on arrive à implanter des entreprises dans certaines universités en France. Alors que, oui, aux États-Unis, on fait ça depuis 50 ans, alléluia. On avance, mais ce n'est pas encore ça. Et nous, Oseo, nous sommes sur l'aval. Et nous pensons qu'en augmentant le tuyau, le diamètre du tuyau en aval, on augmente le débit de l'ensemble. Et qu'il ne suffit pas de pousser comme des malades dans l'amont, si vous voulez, pour que ça débite plus. Bon, donc vous me dites, l'innovation, ce métier, crise ou pas crise, ça continue, on a l'habitude. Oui. Nous avons plein de projets à financer. Alors, financement et garantie, les deux autres métiers. Alors, sur le métier, celui qui a été le plus touché par la crise, c'est le métier de la garantie. Parce que les banquiers, on l'a su, se sont un peu rétractés, ils ont eu peur, et puis il y a eu des problèmes de liquidité. Ça va mieux ou pas? Parce qu'on parle encore de problèmes de liquidité, on voit le taux Euribor qui se tend, on sait qu'il y a des problèmes avec les dettes souveraines, donc bon... Ça va mieux. Le pic des tensions de trésorerie a été atteint en juillet 2009, où ça a été vraiment très fort, et aujourd'hui... On était au bord du craquage, de la rupture, hein. Pour nous, les tensions étaient telles que nous avions du mal à faire face, parce que nous avons pris soin, sur les questions de trésorerie, il ne faut pas traîner. Et donc nous avons pris soin de répondre dans la semaine, dans 4 jours, 5 jours. Donc ça a été un travail extrêmement intensif de nos équipes qui ont beaucoup bossé. Je me permets de rappeler qu'en 2009, Oseo a réalisé 107 209 interventions auprès de 80 000 entreprises, leur permettant d'obtenir 25 milliards d'euros de financement. Donc c'est absolument colossal. On a beaucoup travaillé. Et ça veut dire que tout le monde a été servi? Tous ceux qui venaient frapper à la porte? Pas tout le monde, mais enfin, il y a eu vraiment une implication très forte et des tensions de trésorerie qui ont été très fortes en juillet. Parce que c'était nouveau. Dans le cadre de la crise, nous nous sommes mis à garantir la trésorerie, chose que nous ne faisions pas. Garantir, c'est-à-dire prendre sur notre dos une part du risque que la banque ne voulait pas prendre. Et nous sommes même parfois montés jusqu'à 90%. Nous partagions 90% Oseo, 10% pour la banque. Donc ça, c'était fort. Et ça, c'est fini. Pas trop de casse? Et pas trop de casse. Alors la casse, on ne sait pas, bien sûr, parce que la casse, on la verra à la fin. Parce que c'est garanti, quelquefois, elle joue sur 5 ans, sur 7 ans. Et aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à un an et demi. Mais pour l'instant, effectivement, la casse est très raisonnable. Plus de 110 000 presque 110 000 interventions en 2009, on reste sur la même tendance là? Non, ce sera moindre en 2010 parce que, comme je vous le disais, ça se calme, il y a moins de tensions de trésorerie, les entreprises, en plus, le fonds de roulement se refinance mieux, l'activité est repartie, un peu aussi, c'est très fragile, la reprise est fragile, mais elle est là. On se remet à vendre des pneus de camion, on se remet même à vendre des camions. Si vous regardez les kilomètres parcourus sur autoroute par les camions, ça augmente. etc. Ça, donc le B2B est reparti. Alors justement, vous êtes un observateur privilégié du monde bancaire, sur qui on tire à boulet rouge en ce moment. Est-ce que ça a été compliqué justement ces relations avec les banquiers? Est-ce que vous avez dû leur tordre le bras aussi un peu, ou est-ce que... Non. Nous ne tordons le bras de personne. Nous travaillons en partenariat avec les banques. En tout cas, faire œuvre force de conviction. Alors, on a fait force de conviction et avec des moyens très puissants que nous a donné le gouvernement. Parce que quand on peut garantir à 90% un banquier, convenez qu'il est quand même enclin à prendre les 10% qui restent. Surtout que généralement, il est déjà engagé sur cette entreprise. Donc, il n'a pas non plus intérêt à ce qu'elle fasse faillite. Mais beaucoup d'encre a coulé justement sur la difficulté des banquiers. Est-ce que pour vous, ça a été exagéré, pas exagéré? C'est vrai qu'il y a eu un problème? On a mis en avant parfois des situations qui étaient anormales, mais qu'on a peut-être fait mousser un petit peu trop. Voilà. Enfin, tout ça, ça appartient au passé. Je crois qu'aujourd'hui, la mécanique a repris. Il faut aussi que les entreprises dialoguent avec leur banque et leur expliquent leurs difficultés. Elles le font. Mais moyennant quoi, je crois que globalement, ça ne se passe pas trop mal. Alors, on a vu donc l'innovation, on a vu la garantie, reste le financement. Alors le financement, là nous intervenons comme banquier, partenaire bancaire, jamais seul, toujours en partenariat, en partage avec d'autres banques, toujours avec l'idée, si vous voulez, d'entraîner le marché, d'aller là où le marché transformer 1 euro en 2 ou 3 euros. Exactement. Et par exemple, le président de la République, le 5 octobre 2009, nous a demandé de mettre 1 milliard d'euros sur les fonds propres des entreprises, parce qu'on sait l'importance que ça a, les fonds propres. Et donc, nous le faisons, mais nous le faisons sans entrer au capital. C'est-à-dire on prend des prêts participatifs qui nous permettent... de la dette long terme. La dette long terme, qui est considérée comme des quasi-fonds propres et qui attire d'autres financements. Donc c'est réservé à l'investissement, c'est réservé aux entreprises qui vont de l'avant,
Alors l'investissement, ça peut être l'achat d'un concurrent, hein, ça peut être tout type de croissance externe, ça peut être bien sûr de l'investissement, nous soutenons ces fonds propres. L'avantage, c'est donc qu'on n'entre pas au capital, donc nous ne diluons pas les dirigeants, nous restons à la porte, nous n'entrons jamais au capital, nous ne franchissons pas la porte de l'actionnaire. Ce n'est pas notre métier, par contre, nous soutenons en fonds propres. Alors, vous arrivez à échéance d'un demi-mandat, hein, puisque vous aviez pris la suite de votre successeur, de votre prédécesseur, pardon. Vos regrets, là on a vu ce dont vous étiez fier, et puis l'évolution de ces métiers, vos regrets en 2 ans et demi, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire? Alors, nous n'avons pas encore finalisé, mais c'est un sujet qui est interne, hein, la fusion de nos structures, parce qu'aujourd'hui, autant Oseo en région est rapide, efficace, peut avancer de manière directe les entreprises, et c'est ça qui compte, autant nous avons un siège qui est encore compliqué et lourd. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute des équipes, c'est simplement le poids du passé, parce que nous sommes les héritiers du Crédit Hôtelier, du CEPME, de la BDPME, de la CNME, de la Sofaris, de l'Envar, de l'A2I. Donc toutes ces structures ne sont pas encore complètement fusionnées. Donc ça, c'est un peu lourd à piloter. Hein. C'est lourd à piloter, puisque nous avons la chance d'avoir 135 administrateurs, 130 délégués syndicaux, 3 comités d'entreprise, 2 CHSCT. Bon, tout ça est inutile. On pourrait avoir une entreprise fusionnée, unique. Plus efficace. Ça viendra. Mais ça nécessite une loi et elle n'est pas encore votée. Ça va venir, j'espère, en 2010, avant la fin de l'année. Bon, voilà, donc ça c'est de la cuisine interne, mais ça compte parce qu'effectivement ça nous met des boulets aux pieds. Autre chose, par exemple, si vous deviez convaincre le Conseil des ministres, le Président de la République de renouveler votre mandat, ce serait pour faire quoi? Alors nous avons l'ambition de développer l'international, parce qu'aujourd'hui les entreprises vont à l'international, surtout celles qui innovent. Il y a un lien quasiment d'ailleurs d'identité entre innover et exporter. Ouais, puis on le sait, la croissance est maintenant souvent à l'extérieur. Voilà, et donc nous dotons de moyens pour pouvoir accompagner les entreprises, non seulement en France bien sûr, mais sur leur marché, là où ils sont. Donc nous devons encore développer cet axe de l'international. Nous avons d'ailleurs été extrêmement frappés de voir que les pays étrangers viennent voir Oseo. Depuis 1 an que j'ai créé cette direction internationale, nous avons reçu une 30aine de visites de pays étrangers. C'est incroyable. C'est eux qui viennent voir qu'est-ce que c'est que le modèle Oseo. Expliquez-nous comment ça marche. Parce que nous sommes, si vous voulez, je crois, les seuls dans le monde à avoir ces 3 métiers dans la même main et un réseau. On trouve des pays comme l'Allemagne, par exemple, où il y a les 3 métiers exercés par la même entreprise, mais où il n'y a pas de réseau. On trouve des pays où il y a 2 des métiers et un réseau. Donc ça intéresse beaucoup de pays. Si on vous confie un nouveau mandat, ce sera pour développer l'international. Ce sera ça on développera l'international. Directrice. Oui, absolument. Merci François Drouin de nous avoir rendu visite. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et bon, peut-être qu'on aura la chance de se revoir peut-être dans 1 an pour refaire un bilan. Merci beaucoup. À bientôt.